Petite astuce du jour, si vous voulez connaître discrètement l'âge de quelqu'un, demandez-lui s'il connaît Code Lyoko. S'il connaît pas, probablement qu'il aura plus de 30 ans. Bon, par contre, s'il a des enfants, c'est faussé, hein. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la série animée française Code Lyoko, qui a eu un succès absolument dingue au début des années 2000, mais qui reste un produit très générationnel et qui suscite un peu l'incompréhension chez les plus de 30 ans qui n'arrivent pas vraiment à comprendre ce que cette série a de si génial et pourquoi elle a réussi à se créer une fanbase aussi importante. Donc tout simplement, Code Lyoko, c'est l'histoire d'une bande de collégiens qui sauvent le monde en se virtualisant dans Lyoko, un monde virtuel pour combattre Xana, un virus informatique qui veut dominer le monde. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Scanner Aelita. Virtualisation. Un des premiers arguments des détracteurs de Code Lyoko, on va les appeler comme ça, c'est de dire qu'au début des années 2000, l'animation française à la télévision était complètement à la ramasse. C'est-à-dire qu'en France, au début des années 2000, on avait des séries qui fonctionnaient très bien, comme Titeuf, Cédric, Mon ami Marsupilami ou Les Zinzins de l'espace, en plus de coproductions avec des pays étrangers comme Totally Spies ou Martin Mystère. Mais principalement, c'était quand même des séries qui étaient destinées à un public très jeune, de jeunes enfants. Et on n'avait pas vraiment de séries qui arrivent à accrocher des pré-ados avec une histoire de fond vraiment intéressante qui pourrait suivre sur plusieurs saisons. Et c'est un peu dans ce contexte de vide pour pré-ado qu'a débarqué en 2003 Code Lyoko. Le deuxième argument pour dire que Code Lyoko c'est du n'importe quoi, c'est évidemment les graphismes très particuliers de la série. Autant le dire, c'est très moche, surtout pour la première saison. Mais en même temps, avec ces dessins calqués sur l'animation japonaise avec des visages très anguleux et des fronts qui ressemblent à des pistes d'alunissage, ça donne vraiment une esthétique très marquée, une identité visuelle réelle à la série qui fait qu'on nous montre le dessin de n'importe quel personnage, on est capable de reconnaître la série. Code Lyoko a beau être une série tout ce qu'il y a de plus française, elle a quand même énormément d'influence japonaise, ne serait-ce que parce que son co-créateur, Thomas Romain, était fan du Japon au point de partir vivre là-bas en 2003 et d'aller travailler sur de nombreux animés. Et ces influences, elles se ressentent énormément et pas qu'à travers le dessin, ne serait-ce qu'avec le personnage de Yumi, donc qui est une japonaise qui tient au fait d'être japonaise puisqu'elle répète plusieurs fois qu'elle n'est pas chinoise ou quoi, mais qu'elle est bien japonaise, et aussi par le design de certains personnages. On pense notamment à Aelita avec ses cheveux roses qui détonnent complètement du reste des personnages qui sont quand même assez réalistes. Et aussi Odd qui a une espèce de coupe comme ça, anti-gravité à la Sangoku ou Yu-Gi-Oh! Et qui font énormément penser à des personnages d'animé. Ce qui était pas plus bête à l'époque vu que les dessins animés japonais cartonnaient, même si à la fin des années 90 il y avait eu le mouvement anti-manga avec Ségolène Royal pour dégager tout ce qui était un peu trop violent. C'est aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Mais toujours est-il que ce soit Pokémon, Digimon, One Piece, Naruto, on a eu quand même énormément d'importations japonaises dans nos catalogues, ce qui fait que la Japanimation, ça a toujours attiré et ça attire encore le public français. Tour désactivé. Ce qui est aussi très facile avec Code Lyoko, c'est de dire que la série a absolument tout pompé sur Matrix. En même temps, on peut pas tellement vouloir à ceux qui ne connaissent pas vraiment parce qu'effectivement, quand on parle de gamins qui se virtualisent dans un monde virtuel, ça fait énormément penser à la trame de base de Matrix. D'ailleurs, la série ne s'en cache même pas et accumule les petits clins d'œil. Bon là, attention, je vais commencer à sortir les termes techniques, mais dans l'usine désaffectée où se trouve le supercalculateur et les scanners dont se servent ces collégiens pour se virtualiser dans le monde de Lyoko, on a clairement toutes les teintes verdâtres de Matrix, on a les écrans des ordinateurs qui ressemblent énormément à ceux du film, mais c'est pas pour autant qu'elle porte le même message, au contraire, étant donné que c'est une série qui est destinée à un public beaucoup plus jeune que celui de Matrix. Après, ceux qui aiment Matrix peuvent regarder Code Lyoko aussi, hein, c'est pas interdit. Mais étant donné que c'est fait pour un public beaucoup plus jeune, la série a su adapter son message. D'ailleurs, c'est pour ça que le monde réel est en 2D et le monde virtuel en 3D, avec un monde de Lyoko qui, contrairement à la Matrix, ne ressemble pas du tout à notre monde, parce que le réalisateur voulait vraiment marquer une distinction nette entre le monde réel et le monde virtuel pour faire comprendre aux plus jeunes que ces deux mondes n'ont strictement rien à voir, même si l'un peut prendre le pas sur l'autre, comme on le voit dans certains scénarios. D'une manière générale, Code Lyoko emprunte énormément au cinéma de science-fiction et même d'horreur, ne serait-ce qu'avec des versions édulcorées au fil des épisodes de Terminator, des oiseaux,
de la Nuit des Morts Vivants. En plus de toute sa dimension SF, Code Lyoko s'alorgne aussi énormément du côté des équipes de super-héros, même si c'est pas du tout assumé. À aucun moment on entendra le mot super-héros dans la série. On préfère le terme Yoko guerrier. Mais franchement, c'est tout comme, voilà, on parle d'une bande de gamins qui ont une activité secrète pour sauver le monde, qui portent des costumes, qui ont des super-pouvoirs, qui lancent des attaques en gueulant leur nom. Tout ça, ça fait très super-héros. Et ce qui fait qu'au final, sur un jeune public préadolescent, eh ben ça fonctionne bien. Un des personnages qui est le plus souvent moqué, c'est Xana. Alors que c'est même pas un vrai personnage, c'est un virus informatique qui n'a pas de forme. Mais c'est un virus qui est capable de prendre contrôle des humains, de créer des clones, de bouleverser la météo, de détourner des astéroïdes et des satellites. Enfin bref, de faire absolument tout ce qui lui chante, sauf de buter une bande de gamins. Mais ça, c'est autre chose. Mais au final, c'est peut-être pas plus mal aussi que Xana soit capable de faire tout ce genre de choses parce qu'on tombe vraiment dans une dimension un peu plus fantastique. Ce virus devient une sorte d'entité maléfique capable de tout qui représente un véritable danger pour notre bande de héros. Et si c'était juste un virus informatique qui leur fout des pubs sur leur page internet, franchement, ce serait beaucoup moins intéressant pour le jeune public et on s'amuserait beaucoup moins dans les épisodes et dans les scénarios et toutes les possibilités que ça offre. Ce qu'on a aussi énormément reproché à Code Lyoko, c'est d'avoir des épisodes qui sont calqués sur le même schéma narratif, sans histoire de fond, pour au final un résultat assez rébarbatif. Et c'est totalement vrai, pour la première saison, on peut strictement rien dire là-dessus. C'est vrai que les épisodes s'enchaînent sans vraiment de lien, avec toujours le même déroulé, à savoir Xana qui lance une menace, les ados qui sont un peu dans la panade, et puis qui ensuite vont sur Lyoko et règlent la situation avec un retour vers le passé pour régler tout ça. Mais dès le début de la saison 2, on se rend compte que non, Code Lyoko porte réellement des enjeux narratifs, ne serait-ce que quand on commence à s'intéresser au créateur de Xana ou à la véritable identité d'Aelita, qui n'est pas juste la petite intelligence artificielle qu'on pensait au début. Une fois que l'histoire est lancée, on nous parle quand même de complots gouvernementaux, on voit la mère d'Aelita se faire enlever sous ses yeux quand elle était toute gamine, on nous parle aussi de projets militaires qui a mal tourné, ce qui sont quand même des thématiques qui sont destinées à un public un peu plus mature et qu'on retrouve absolument pas dans Cédric, Titeuf ou Mon ami Marsupilami. Donc peut-être que le mieux pour vraiment accrocher avec Code Lyoko, c'est de regarder les premiers épisodes de la première saison, de zapper tout le reste pour commencer directement à la saison 2, là où l'histoire commence réellement et là où on commence vraiment à creuser la mythologie de cet univers. Retour vers le passé. Au final, Code Lyoko est peut-être une série aussi aimée qu'incomprise, et pour ceux qui ont loupé le coche, bon bah on va pas mentir, hein, c'est trop tard. Mais par contre, si vous avez des neveux, des enfants, et que vous voulez pas directement les mettre devant Matrix pour leur faire découvrir la science-fiction, Code Lyoko c'est vraiment une bonne alternative. Surtout que la série date peut-être de 2003, mais dans ses thématiques, elle est pas du tout datée. On a des personnages féminins forts qu'on retrouve aujourd'hui dans les films comme Marvel, on s'intéresse aux thématiques pour les adolescents, les premiers émois, le divorce des parents, ce genre de choses qui résonnent toujours aujourd'hui très fort. Et surtout, ce message très avant-gardiste qui résonne peut-être d'autant plus fort aujourd'hui pour les jeunes adolescents, justement, de savoir distinguer le monde réel du monde virtuel, où il ne faut surtout pas s'enfermer. Si vous avez aimé le concept et que vous voulez qu'on déterre d'autres dessins animés de votre enfance, surtout dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour de futures vidéos. À bientôt!